Alors, je suis Stéphane Etier, en compagnie de Philippe Veilleux, comme toujours. Oh, c'est énervé. Mais oui. Alors, Philippe, tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, on va parler d'un petit indispensable qui s'appelle PaintShop Pro et aussi, on va parler de la base de registre. Eh bien, quant à nous, on a un nouveau concours à vous présenter. Surveillez ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et mon sujet cette semaine, je vous parle de vidéoconférence, les logiciels, le matériel dont vous avez besoin. Restez là, ça commence tout de suite. Cette semaine, dans la chronique indispensable, Philippe nous parle d'un logiciel... Oui, il est debout. On va pousser le bain, pas besoin de ça. Alors, Philippe nous parle d'un logiciel extrêmement polyvalent, extrêmement convivial pour le traitement d'images qui s'appelle PaintShop Pro version 7. Exactement ça. Donc, version 7, il est déjà comme pas mal évolué. C'est un petit logiciel qui est très intéressant. Si on le compare à Photoshop, il est beaucoup moins puissant, sauf que pour tout ce que tu as besoin de faire avec des images, comme par exemple, tu prends des images avec une caméra digitale, soit que tu vas chercher des images sur le web, ça devient très intéressant. Oui, ou que tu scannes. PaintShop Pro est une interface qui est assez intéressante. Bon, là, si on peut le voir à l'écran, ça ressemble à ça. Là, nous, on a loadé la première image des gars de l'équipe de Microsoft. C'est ça. Donc, on peut avoir beaucoup d'effets. Comme vous pouvez voir en haut, il y a quand même beaucoup de menus. On a à peu près tous les effets qu'on va retrouver dans Photoshop, mais avec moins de précision ou moins de puissance un peu, si vous voulez. Donc, pour un logiciel qui coûte, si je me rappelle bien, 99 US si vous le téléchargez, contrairement à 109 si vous le prenez avec la boîte. Voilà. C'est beaucoup moins dispendieux qu'un Photoshop qu'on va aller chercher à 609 américains, si je me rappelle bien. Oui, c'est le dernier prix. C'est beaucoup moins cher, c'est très convivial, puis il y a des petits gadgets qui sont intéressants. Comme par exemple, on peut avoir une vue en thumbnail, oui, la job qui appelle encore. Donc, en thumbnail, si vous voulez, ou je ne me rappelle pas, en vignette, que tu dirais bien. Donc, c'est un logiciel qui est très intéressant. Vous pouvez voir, on peut faire des petits effets, comme là, qu'est-ce qu'on avait fait comme effet? On peut faire l'effet charcoal, exemple. Donc, fusain. Un effet de fusain avec nos images, puis plusieurs undo, donc on peut revenir assez facilement. On peut faire des zooms comme on veut. On peut faire également des couches facilement, comme dans Photoshop. On peut faire des boutons. On peut faire des boutons aussi pour les pages web, comme par exemple avec les fameux rollovers. Donc, on peut faire des gifs animés aussi. On peut faire une panoplie de trucs qu'on peut faire avec PaintShop Pro et qui nous coûtent beaucoup moins cher. Bon, maintenant, on peut aller le chercher sur le site, comme on le voit à l'écran, de jask.com. Il y a une version française qui est disponible aussi. Elle est un peu plus dispendieuse, malheureusement, parce qu'il faut vraiment la faire venir de France. Donc, ça revient à un équivalent de 1000 francs, donc, ce qui est à peu près 250 ce qui est beaucoup plus dispendieux que la version qu'on peut télécharger américaine. Mais vous pouvez quand même télécharger une version gratuite qui va vous offrir des fonctions complètes pendant 21 jours. Oui, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, tout à fait gratuitement à www.download.com. Mais quand même, bon, c'est bien, 100 OK? C'est moins cher que Photoshop, mais on peut faire encore mieux quand même. Oui. Et on va vous en parler la semaine prochaine. Un logiciel qui s'appelle... tout de suite? Oui, on va le dire. On va dire c'est GIMP. The GIMP. Alors, c'est un logiciel aussi puissant, même certains disent plus encore que Photoshop, et à un prix vraiment qui défie toute concurrence, zéro. Une des façons d'optimiser son ordinateur roulant sous Windows, c'est de faire le ménage de sa base de registre. Mais Philippe, ça, c'est une tâche côté 3Z. Donc, c'est une tâche dans laquelle il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. Évident. Bon, premièrement, la base de registre, c'est vraiment pas évident. Comme on peut le voir à l'écran, si on y va avec l'utilitaire Regedit, on a 6 classes dans les registres. Oui. C'est pas toujours évident. Bon, il y a HKey Class Root, Current User, Local Machine, Users, Current Config. La plupart là-dedans, ce sont tous des liens. Ce qui est important, c'est Local Machine qui va pointer sur tout ce qui est de hardware et Current Config pointe ensuite de ça sur notre configuration. Les différentes préférences. C'est ça, préférences de chacun des usagers. Usagers, encore une fois, préférences de tous les usagers et tout ça. Et là-dedans, on peut voir qu'on a beaucoup de clés et de sous-clés, de sous-clés, de sous-clés. Et de sous-clés. Exactement. Donc là, on a plusieurs formats de données et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, pour faire un ménage là-dedans, avec Regedit, c'est sûr qu'on peut toujours faire un find ou une recherche sur qu'est-ce qu'on veut éliminer, sauf qu'on a encore possibilité d'oublier des détails et on peut corrompre des trucs. C'est ça, donc d'oublier des détails qui peuvent se cacher dans une sous-clé à laquelle on n'avait pas pensé ou encore que la fonction de recherche n'a pas trouvé. Ou bien, qu'est-ce qui arrive des fois, c'est qu'on va effacer un répertoire sur un disque en voulant effacer une application sans utiliser l'option
d'enlever l'application, de désinstaller. Et là, on va rester avec des clés qui restent toujours là, où il y a des logiciels qui n'enlèveront pas toutes leurs clés. Fait qu'on se ramasse avec une base de données qui devient de plus en plus grande, qui ralentit notre système. Voilà. Donc, lorsque les gens nous disent, oui, après avoir fait une réinstallation... L'ordinateur, il clenche au bout. Ben oui, en fait, c'est à cause de ça. C'est normal. C'est parce que la base de registre devient énorme et il faut la nettoyer de temps en temps. Bon, à cette fin-là, Microsoft a comme fait un petit outil pour un peu réparer. Ben, c'est pas vraiment une bévue. C'est qu'ils ont donné aux programmeurs un outil et les programmeurs en ont quasiment abusé pour faire quelque chose qui devient vraiment immense. Donc, on a un outil qui s'appelle Microsoft Reg Clean, comme on peut voir à l'écran présentement. Qu'est-ce qui va nous... qu'on le trouve sur le site de Microsoft, dans Node.com, etc., etc. On trouve un peu partout. Donc, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Donc, on part le petit programme, il va faire une recherche, et là, malheureusement, moi, j'ai pas d'erreur dans mes registres, mais il y a un petit bouton là, au bout de ma flèche dans le bas qui dit « Fix Errors ». S'il trouve des erreurs dans la base de registre, on appuie sur ce bouton-là et il va réparer les erreurs. Par exemple, des clés qui pointent nulle part. Des clés qui pointent nulle part ou des références à des logiciels qui n'existent plus. Comme par exemple, tu peux avoir un lien vers un répertoire temporaire qui n'existe plus ou un fichier temporaire qui n'existe plus. Reg Clean va s'occuper de ça et ainsi réduire là, ta base de registre. Ah, mais ça, c'est déjà bien. Bon. Il y a d'autres utilitaires, évidemment. Oui. Donc, un autre qui est assez intéressant aussi, c'est Easy Clean, qui lui est un petit peu plus en détail. Bon, encore une fois, il va t'aider à trouver les erreurs qu'il y a dans ta base de registre avec le bouton Clean Registry. On voit, malheureusement, le logiciel est en anglais. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais il est quand même assez bon pour ça. Il va aussi nous aider à trouver tous les fichiers qui sont en double sur notre disque dur. Donc, c'est pas juste pour les registres. Il y a d'autres fichiers, excusez-moi, il y a d'autres fonctionnalités, si vous voulez, pour ça. Il peut enlever les fichiers qui sont non nécessaires. Comme par exemple, tu enlèves un logiciel, il reste des DLL qui sont plus utilisés. Donc, au lieu de les charger pour rien au démarrage, on les enlève. Donc, ça règle beaucoup de problèmes d'espace. Quand on désinstalle, souvent, par exemple, on va nous dire que tel ou tel DLL est partagé ou est déjà utilisé par un autre logiciel. À ce moment-là, c'est peut-être mieux de les laisser là. C'est ça. Mais s'ils sont plus utilisés par aucun logiciel, on peut se permettre de les enlever sans aucun problème. Bon, ensuite de ça, on peut aller faire le ménage dans notre menu démarrer. On peut faire une gestion de notre espace. C'est un petit logiciel qui est assez intéressant, qui est gratuit, si je me rappelle bien, celui-là, et qui te permet de réduire ta base de registre de beaucoup. D'accord. On peut fermer cela. Il y en a un autre aussi qui est un petit peu plus puissant, qui s'appelle NBG. D'accord. Lui, par exemple, faites attention. Il y a plusieurs langues. J'ai pas trouvé la version française. Il y a des langues genre finlandaise, anglaise. Puis l'anglaise, elle fait pitié un petit peu. Il y a des traductions qui sont pas tout à fait correctes. C'est pas dans un très bon anglais. Non, mais sauf que l'outil est très puissant. Ça va prendre entre 10 et 60 minutes faire une recherche au complet. Dans tous les systèmes, il va te dire, comme par exemple ici à l'écran, il me dit qu'il y a 205 liens qui pointent nulle part ou des erreurs qu'il y a dans ma base de registre. Ah oui? Donc, on a moyen, par exemple, en cliquant sur une ici... On se souvient bien quand même que le logiciel de Microsoft n'avait rien trouvé, avait trouvé aucune erreur. Alors qu'NBG en a trouvé 205. Okay. Et comme on peut le voir dans le compteur ici, au bout de ma flèche dans le bas, ça a pris 36 minutes sur mon laptop le faire. D'accord. Hier, je l'ai fait sur mon Athlon à la maison, ça a pris 20 minutes, et un Athlon 800. Ouais. Donc, c'est pour vous dire à quel point il va vraiment chercher loin. Donc, il nous dit qu'est-ce que la clé représente, c'est quoi le type d'information et pourquoi il y a une erreur. Des fois, par exemple, il faut faire attention, ce logiciel-là va dire qu'il y a une erreur seulement parce qu'il y a un espace dans le nom des clés. Donc, il faut faire attention, il faut bien les examiner une par une. La plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que les erreurs étaient véridiques, soit que le fichier n'existait plus ou que c'est un logiciel que je n'avais plus depuis très longtemps. Donc, c'est quand même pas pire. Ça, c'est effectivement important quand on installe et qu'on désinstalle beaucoup de logiciels. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de risques que la base de registre soit pas corrompue, mais enfin soit congestionnée. Ouais. Donc, si vous êtes du genre à installer, désinstaller, installer, désinstaller des versions démo des jeux, des choses comme ça, à ce moment-là, c'est d'autant plus important de faire souvent son ménage. Exactement. Bon, maintenant, avec ce logiciel-là aussi, on peut faire un peu, si vous voulez, une réparation. On peut déplacer des registres, on peut effacer seulement quelques entrées et on peut faire surtout une copie de sauvegarde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à chaque fois qu'on va effacer des clés, il nous donne l'option de garder toutes ces clés-là dans un fichier. Donc, on peut effacer. Si jamais ça cause des problèmes, on clique 2 fois sur notre petit fichier. Il va réintégrer les entrées qu'on a effacées pour nous remettre dans l'état où est-ce qu'on était auparavant. Très bien. Donc, ça nous permet de faire du ménage en même temps garder une copie de sauvegarde. Excellent. Aussi, une mise en garde à chaque fois que vous jouez dans les registres, s'il vous plaît, faites-vous une copie de sauvegarde de vos registres avec la commande, tu t'en souviens. ScanReg. ScanReg, moins backup.
si je me rappelle bien, de la Switch, qui va vous permettre de garder une copie dans un fichier de sauvegarde très, très, très important, surtout si vous jouez avec Regedit. Et à ce moment-là, justement, vous pouvez restaurer la base de registre à partir d'un démarrage qui avait fonctionné. Alors, vous pouvez retourner à cette version précédente, version antérieure de la base de registre, mais évidemment, il faut que vous en ayez fait une copie. Exactement. Bon, mon dernier outil que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on a effacé plusieurs entrées là-dedans, ça laisse des trous libres. Oui. Donc, les trous libres, c'est bien de les compacter, justement, pour garder une base de registre minimale. Donc, on peut utiliser un petit utilitaire qui s'appelle Reg Compact, qu'on va trouver sur le web. Il nous dit c'est quoi le size, la grandeur et la grandeur compactée. Comme moi, là, ils sont compactés déjà au maximum. On appuie sur Compact, il va compresser la base de registre, il va redémarrer l'ordinateur avec une base de registre beaucoup plus compacte et efficace. Très bien, très bien. Bien, merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Restez des nôtres. Après la pause, on présente un nouveau concours et je vous parle de vidéoconférence. Pour communiquer un nouveau concours, envoyez-nous la macro la plus utile et la plus originale que vous ayez conçue pour Word ou pour Excel et courez la chance de remporter un lecteur MP3 d'une valeur de 225 $ offert par YSocier2000.com. Également à gagner chaque semaine une souris à radiofréquente et un clavier sans fil. Faites-nous parvenir vos créations à l'adresse concours@kt3z.com. Tirage du Grand Prix le 6 mars. Si vous voulez tous les détails du concours, venez évidemment sur notre site www.kt3z.com. Donc, vous saurez exactement ce que vous avez à faire pour participer. Donc, restez là. Dans un instant, on vous parle de vidéoconférence. Bavarder sur Internet en simple mode texte à l'heure du multimédia, c'est assez ordinaire, vous serez d'accord avec moi certainement. Alors, autant savoir à qui on a affaire et grâce à la vidéoconférence et aux connexions Internet qui s'accélèrent de plus en plus, c'est extrêmement facile et pas si coûteux comme vous allez le voir. Évidemment, ça va vous prendre un bon logiciel, ça va vous prendre une bonne caméra, on va vous aider un peu à démêler tout ça. Alors, côté logiciel, un des logiciels les plus performants, les plus agréables aussi à utiliser et quand même à prix modique, c'est le logiciel ICU2. C'est celui qu'on a à l'écran. Ah, tiens, Philippe, t'es loin, là. Salut, je te vois. Où es-tu, là? Je reconnais un peu le décor dans lequel tu es. Je suis juste à côté de toi. Ah, ben oui, c'est ça, je t'entends aussi. Mais il y a un certain décalage entre l'image et le son, à part le fait qu'on se parle d'un bout à l'autre du studio. Ouais, il y a... justement, si tu regardes un peu avec ta souris au-dessus de mon image à moi, tu vas voir que c'est marqué en soit 7 ou 8 FPS, qui est frame par seconde ou image par seconde. La raison pourquoi la voix est décalée, c'est parce que le message, si tu veux, vocal va passer beaucoup plus vite sur le réseau que l'image en tant que telle. Donc, le son va toujours arriver plus vite que ton image. Voilà. Contrairement à la vraie vie, là, où c'est le contraire. D'accord. Alors, donc, avec le logiciel ICU2, on voit ici que c'est un logiciel extrêmement paramétrable. C'est extrêmement intéressant parce que, bon, vous pouvez envoyer de l'audio, vous pouvez envoyer de la vidéo, vous pouvez également communiquer par chat traditionnel, c'est-à-dire en bavardage mode texte. Mais, donc, vous pouvez configurer de façon très précise chacun des paramètres du logiciel, particulièrement les paramètres vidéo et les paramètres audio. Alors, si on va dans les paramètres vidéo, évidemment, on pourrait corriger, comme vous voyez dans l'écran juste à côté de mon visage, vous voyez que si, par exemple, l'image était inversée, si l'image était bleue ou, évidemment, si on a une caméra couleur, on peut déjà préciser ça, mais on peut aller beaucoup plus loin. Comme vous voyez ici, je me tourne la tête à Cam Adjustments, je peux régler la luminosité, le contraste, les nuances, la saturation de couleur, la netteté, le gamma, et ainsi de suite, et même l'anti-flicker qui correspond donc au scintillement de l'image. Je peux évidemment définir la source de capture et si je veux prendre des photos, je peux évidemment avec une caméra vidéo, rien ne nous empêche de prendre des photos. Alors, je peux le faire également en réglant l'exposition de mon appareil photo intégré à la caméra vidéo. Alors, il y a bien sûr les paramètres vidéo, les paramètres audio aussi. Je peux désactiver la communication audio en temps réel, ce qui veut dire qu'il faudrait parler comme par l'intermédiaire d'un CB en appuyant sur Talk. Voilà. Donc, ICU2, c'est un logiciel qui est
gratuit en version publicitaire, mais si vous voulez avoir la version complète, là, à ce moment-là, c'est un peu plus coûteux. C'est 30 $. C'est pas très coûteux quand même. Vous pouvez vous le procurer à l'adresse www.icuii.com. Donc, côté logiciel, ça va, c'est pas tellement compliqué. Maintenant, ce qui est assez critique et le plus grand investissement de votre part, c'est la caméra. Alors, on va d'abord ajuster les images parce que Philippe a l'air de mesurer à peu près 3 pieds 5. Bizarre sur la mienne. Oui, j'avoue. Alors, on peut évidemment régler la taille de l'image. Si on va dans les paramètres vidéo, Picture Size, disons 320 par 240, ça nous donne quand même une taille d'image respectable. Il ne faut pas que l'image soit trop grosse si on veut être en mesure de la transmettre assez rapidement et de façon assez fluide. Alors, disons 320 par 240 et on fait OK. J'appuie sur Self View et voilà. Et te voilà à une grosseur un petit peu plus respectable. C'est bon de mentionner aussi que si on double la grandeur de l'image, on va quadrupler le taux de transfert nécessaire pour avoir la même qualité d'image. C'est ça qui est important. Là. Donc, c'est pas si on double la résolution, on augmente au carré, si tu veux, la quantité de données qui est transférée pour chaque image. C'est 2 fois la largeur et c'est 2 fois la hauteur, exactement. Donc 4 fois. Évidemment, le principal compromis que vous allez devoir faire lorsque vous allez faire de la vidéoconférence sur Internet, c'est le compromis résolution-débit. Vous voyez une petite équation à l'écran. Pixels par seconde égale pixels par image fois image par seconde. Alors, les pixels par seconde, c'est la bande passante. C'est ce que vous pouvez transmettre en termes d'informations par seconde. Pixels par image, c'est l'une des variables. Autrefois, on limitait à peu près à 352 par 288 la taille de l'image. Maintenant, on a des caméras qui nous permettent de transmettre du 640 par 480, même du 800 par 600. Là, on parle vraiment d'une image plein écran. Le compromis, c'est que votre bande passante est toujours la même. Donc, si vous augmentez le nombre de pixels par image, vous allez réduire le nombre d'images par seconde, ce qui est exactement ce qu'on observe ici. On marche en 4 images secondes, 5, 6 images secondes. Ça correspond à la fluidité de la séquence vidéo. Évidemment, si vous voulez faire du 30 images secondes, à moins d'avoir une très, très, très bonne connexion Internet et dans les deux sens et absolument autonome, vous allez avoir un petit peu de difficulté. L'autre considération, c'est le type de connexion que votre caméra va avoir avec l'ordinateur. Alors, vous avez 3 choix. Soit une caméra branchée sur un port parallèle, une caméra branchée sur un port USB ou une caméra qui est livrée avec une carte d'acquisition. Alors, la caméra livrée avec une carte d'acquisition, c'est la solution haut de gamme. La carte d'acquisition peut valoir entre 300 et 500 $ pour une bonne carte. Il y a des cartes polyvalentes comme les All-in-Wonder qui, justement, ont des fonctions d'acquisition. Donc, la carte d'acquisition est reliée à un bus PCI et ça permet un débit justement de près de 30 images secondes. Pourquoi? Parce qu'elle déleste le processeur d'une part et également la carte vidéo de toutes ses fonctions d'acquisition. Mais ce débit élevé n'est pas forcément utile sur Internet parce qu'il y a un goulot d'étranglement qui est justement Internet et la congestion éventuelle des serveurs ou de la connexion. Donc, vous reste le choix traditionnel, caméra USB ou caméra port parallèle. Les caméras à brancher sur port parallèle sont un peu en voie d'extinction, alors que les caméras USB sont beaucoup plus populaires. Évidemment, on peut les brancher à chaud, donc pendant que l'ordinateur fonctionne. Elles n'ont pas besoin d'alimentation séparée et évidemment, elles ne monopolisent pas un port parallèle, ce qui est intéressant. Mais au point de vue de la vitesse ou du débit, vous n'allez pas voir de différence fondamentale, même si vous avez théoriquement 12 mégabits par seconde à travers le port USB et 8 à travers le port parallèle en mode EPP, mais en pratique, vous ne verrez pas vraiment de différence. Ça va correspondre à peu près à la même chose parce que le goulot d'étranglement, là encore, c'est la congestion de la ligne de la connexion entre vous et votre interlocuteur. Une chose qu'on pourrait peut-être mentionner aussi, Stéphane, c'est que le monde qui ont déjà des caméras vidéo à la maison, ils peuvent aussi utiliser leur caméra avec un câble RCA. Comme par exemple, si toi, tu as une carte All-in-Wonder, tu vas pouvoir brancher ta caméra avec une sortie RCA dans l'entrée vidéo de ta carte et pouvoir l'utiliser comme une webcam aussi. Exactement. Et tout à fait, mais il y a aussi d'autres considérations. Il faut voir, par exemple, Philippe, et d'ailleurs, tu peux venir me rejoindre, là, on peut venir se reparler.
Ouais, Alors, d'autres considérations, justement, il y a l'ajustement de l'éclairage. Merci. Hey! Toutes les caméras, théoriquement, s'ajustent à la luminosité ambiante de la pièce. Certaines le font beaucoup mieux que d'autres, de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus C'est rapide. beaucoup plus rapide, oui. Exactement. Autre chose, bon, il y a des caméras qui vous permettent d'envoyer des courriels vidéo, mais ça, faut pas non plus... c'est pas extrêmement exagéré, là. Ça fait beaucoup de pollution, si vous voulez, sur le net, parce que ça fait quand même des gros messages. Oui, même en format compressé, on peut imaginer 10 mégaoctets pour 1 minute de vidéo. Donc, c'est une fonction C'est dont gros. vous n'avez pas forcément besoin. Mais c'est le fun. C'est bien. Donc, restez là dans un instant. Le temps de prendre le palm de Philippe. Le visor de Philippe. Merci. On vous parle d'un petit œuf de Pâques. Vous savez que les œufs de Pâques, c'est toujours d'une utilité absolument indéniable, indiscutable, et nous allons encore le prouver. Non, on passe sur mon visor. J'étais sûr que c'est un système d'exploitation qui était pur, qu'il n'y avait rien de croche dedans. Non seulement il y a des œufs de Pâques, on vous en présente 2 aujourd'hui. En voici un. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Non, c'est pas sur mon Alors, visor. vous allumez l'ordinateur, vous appuyez sur le bouton du bas et vous tracez un trait du milieu de la zone graffiti jusqu'à l'extrême gauche entre les 2 boutons. Et un taxi apparaît et défile sur votre écran. C'est merveilleux. Excusez l'expression anglaise, là, mais totally useless. Ouais, absolument inutile. Tu trouves ça inutile? J'en ai encore un autre pour toi. Alors, deuxième œuf de Pâques, à partir de l'écran de lancement, vous appuyez sur le bouton haut et vous cliquez sur le menu indiquant l'heure. Et là, merveille des merveilles, le petit bonhomme Flip de visor fait des roues et c'est très joli. Ouais, mais au moins, celui-là, il te montre qui a fait le logiciel. Oui, Bobby Burns, Chris Cadwell, nos grands amis, Ed Colligan, et on va jusqu'à Donna Dubinsky, qui était d'ailleurs une des fondatrices de Palm. Puis qui est venue chez Visor. Qui a fondé Visor, justement, pour nous proposer quelque chose de mieux, de plus. Et moins encore cher. que Palm. Et voilà. Merci de la pub. Alors, merci d'avoir été là, à vous aussi. Et n'oubliez pas notre site www.kt3z.com. Revenez-nous la semaine prochaine. En tout cas, nous, on y sera. Hein? Yes, sir. Salut. Ciao.